cas, l'INR, il dépasse les 3, dans ce cas-là, je dois voir avec le médecin traitant. C'est à lui de décider. Soit il diminue la dose, il n'arrête jamais le Syntran, mais il peut diminuer la dose, soit il me dit de reporter encore le traitement implantaire à une séance ultérieure. Voilà. Donc, ça, ce qui est pour les anticoagulants. Retenez, s'il vous plaît, retenez. On n'arrête plus le traitement anti-agrégant plaquettaire et on n'arrête plus le traitement anticoagulant chez les malades qui sont soumis à ces médications-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque vital pour ces malades. Donc, ces médications-là, on ne les arrête plus. On jugule par les moyens locaux d'hémostase et bien sûr, on travaille en collaboration avec le médecin traitant. Il y a certaines règles, si les moyens locaux de l'hémostase, pour les anticoagulants, je surveille toujours avec le taux de prothrombine et l'INR qui ne doit pas dépasser les 3. S'il dépasse les 3, dans ce cas-là, je rentre en contact avec le médecin traitant ou alors je peux intervenir en milieu hospitalier si cela est nécessaire. Sachant que le traitement implantaire, ce n'est pas vraiment une nécessité, le patient peut patienter, ce n'est pas une intervention d'ordre vital. Voilà. Passons maintenant aux patients qui sont des patients hémophiles. C'est quoi une hémophilie? C'est une coagulopathie où on n'a pas les facteurs de coagulation. Donc, on a l'hémophilie A, c'est une déficience en facteur 7. On a l'hémophilie B, qui est une déficience en facteur 9 normalement, et l'hémophilie C, qui est en déficit en facteur 11. Chez l'hémophile, on a différents stades. On a l'hémophilie sévère, où on n'a pas ou pratiquement pas de facteurs de coagulation dans le sang. On a l'hémophilie modérée, ça veut dire qu'on a un taux de facteurs, mais qui n'est pas suffisant. Voilà, donc on a une hémophilie sévère, une hémophilie modérée. Chez les patients maintenant hémophiles, pour n'importe quel acte, je ne parle pas uniquement des implants. Pour ces malades-là, d'habitude, lorsqu'on les reçoit en clinique, qu'est-ce qu'on fait? On rentre d'abord en contact avec le médecin traitant pour voir la sévérité de cette maladie. Est-ce que c'est une hémophilie qui est sévère ou alors modérée? Est-ce qu'il n'y a pas du tout dans le sang de facteurs de coagulation ou alors il y a mais une quantité infime? Dans ce cas-là, on programme le malade. Comment on fait? On rentre en contact avec le médecin traitant. Après, on leur dit, à travers une lettre d'orientation, on dit que le malade est programmé, par exemple, pour une extraction buccale. Par exemple, on lui dit le 12 janvier, il est programmé pour une extraction. Veuillez, s'il vous plaît, faire la substitution du facteur manquant. Ça veut dire que le malade va aller voir son hématologue traitant avant l'extraction. Par exemple, l'extraction est programmée à 9 h. Il va au service hémato vers 8 h. Il bénéficie de la substitution du facteur manquant. Ça veut dire qu'on lui fait injecter soit du PFC, du plasma frais congelé ou carrément du facteur manquant. Donc, il bénéficie, ça veut dire que dans le sang, il va y avoir circulation du facteur manquant. Dès qu'il atterrit chez moi, ce malade-là, quand je fais l'extraction, il n'y aura pas d'hémorragie importante. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié d'une substitution du facteur manquant. Donc, chez ces malades-là, c'est la même procédure qu'on fait pour les implants. Maintenant, si c'est un hémophile qui est modéré, dans ce cas-là, bien sûr, il bénéficie de la substitution du facteur manquant et il vient pour l'intervention. Si c'est un patient qui est hémophile sévère, dans ce cas-là, oui, il bénéficie de la substitution du facteur manquant et bien sûr, il reste en milieu hospitalier. Au cas où il y a une hémorragie, on peut la maîtriser. Voilà.
Ça, c'était pour les affections à risque hémorragique. On a maintenant les affections à risque métabolique, comme les maladies endocrines et l'hyperparathyroïdie, qui touchent la glande thyroïde. Dans sa forme sévère, il faut savoir que cette maladie, elle peut provoquer une résorption osseuse accélérée. Dans ce cas-là, bien sûr, le traitement implantaire, il est contre-indiqué. Maintenant, si c'est une hyperparathyroïdie de forme modérée, dans ce cas-là, la chirurgie implantaire n'est pas contre-indiquée. Tout ça, bien sûr, comment savoir si c'est une maladie qui est modérée ou sévère? C'est en rentrant en contact avec le médecin endocrinologue traitant. C'est à lui de me dire, c'est une forme modérée, c'est une forme minime. Le patient peut bénéficier donc du traitement implantaire. Dans ce cas-là, je fais mon acte chirurgical. S'il me dit, ah non, c'est une hyperparathyroïdie qui est sévère et qui provoque une résorption osseuse accélérée, moi, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce que si on a une résorption qui est accélérée, dans ce cas-là, il y a non seulement un risque infectieux pour le malade, et bien sûr, il y aura échec du traitement implantaire. Il y a aussi les maladies osseuses, on va les voir par la suite, comme la maladie de Paget, l'ostéoporose, ostéogenèse imparfaite, où on a une résorption osseuse importante. Ces malades-là, ils sont soumis à une médication où le traitement implantaire est contre-indiqué. On va les voir par la suite. On a aussi des contre-indications induites par un traitement, comme les corticoïdes, les corticostéroïdes à forte dose, sachant que les corticoïdes sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Les corticoïdes administrés au long cours sont associés à une altération de la cicatrisation, à un risque infectieux. Pourquoi? Parce que les corticoïdes, ils diminuent l'immunité de l'individu. Donc, il sera plus vulnérable aux infections. Et qui dit infection dit un échec donc du traitement implantaire et bien sûr, la cicatrisation peut être compromise. Voilà. Les biphosphonates maintenant. Pour les biphosphonates, toujours dans les contre-indications induites par un traitement, les biphosphonates, ou alors ce qu'on appelle les antirésorptifs, ce sont des médications qui sont données actuellement pour diminuer ou arrêter la résorption osseuse de certaines maladies, comme l'ostéoporose, comme dans les métastases osseuses, où on a une résorption importante. Les biphosphonates donc, sont des médications qui freinent la résorption osseuse. Mais ils ont un effet secondaire important, c'est l'ostéochimionécrose. C'est une nécrose osseuse due à cette médication-là. Donc, c'est pour ça ce qui rend le traitement implantaire contre-indiqué. Pourquoi? Parce que cet effet secondaire-là, qui est l'ostéochimionécrose, si on a une nécrose osseuse par la suite, ça peut se propager et atteindre tout le maxillaire et on sera obligé par la suite de faire une exérèse très lourde afin d'espérer une cicatrisation osseuse. Donc, chez les malades qui sont sous biphosphonate, surtout par voie injectable, où le risque de voir apparaître une ostéochimionécrose est important, dans ce cas-là, on ne fait pas de traitement implantaire. La chimiothérapie maintenant, pour les malades qui sont sous chimiothérapie, il faut savoir que dès que le malade reçoit sa dose de chimiothérapie, il est en phase d'aplasie médulaire. Ça veut dire qu'il y a un risque infectieux et hémorragique qui sont accrus chez ces malades-là. On attend la fin de la chimiothérapie. Ça veut dire, si le malade a une cure de 6 mois, il termine ces 6 mois, on vérifie par formule sanguine et on voit que le malade est complètement guéri. Dans ce cas-là, on peut faire notre traitement implantaire. On ne fait jamais de traitement implantaire au cours de la chimiothérapie. Voilà. On a des contre-indications d'ordre toxique maintenant, c'est le tabac et l'alcool. Il faut savoir, même si plus tard, si vous serez
dans votre structure, votre cabinet, vous prévoyez de faire des implants, vous avez un malade qui est fumeur, vous lui dites, si vous fumez, si vous chiquez, il y aura échec du traitement implantaire et pareil pour l'alcool. Donc, ces deux facteurs-là, ils sont donc des facteurs qui vont favoriser l'échec du traitement implantaire. Les contre-indications maintenant d'origine physiologique, l'enfant moins de 16 ans, pourquoi le traitement implantaire est contre-indiqué chez les enfants de moins de 16 ans? Parce que ces enfants-là, avant l'âge de 16 ans, il faut savoir que la croissance osseuse, elle est importante. On ne peut pas, et la croissance des deux maxillaires ne s'est pas achevée. Donc, on ne peut pas mettre en place un implant chez ces enfants-là. On attend au-delà de 16 ans où on aura donc une croissance des osseuses terminée. Dans ce cas-là, on fait notre traitement implantaire. On a aussi la grossesse qui n'est pas un état pathologique, mais un état physiologique. De préférence, on attend à ce que la femme accouche pour faire le traitement implantaire. On préfère ne pas faire de traitement implantaire au cours de la grossesse parce que ça peut donc provoquer ou alors ça peut mettre en danger la vie du fœtus. Voilà pour ce qui est des contre-indications. Est-ce que vous avez des questions pour les contre-indications? Si vous n'avez pas de questions, on continue. Vous n'avez pas de questions? On continue? Oui, madame. Allez. On va maintenant passer à la notion de consentement éclairé en implantologie orale. C'est quoi un consentement éclairé? Avant la mise en place d'un implant, vous faites signer obligatoirement ce qu'on appelle un consentement éclairé par le malade. Il doit signer un papier sur lequel c'est mentionné tout ce que vous aurez à lui faire. Pourquoi? Parce que le malade, il peut à n'importe quel moment, s'il y a échec du traitement implantaire, il peut déposer plainte, il peut vous attaquer en justice en disant il ne m'a pas informé de ça ou de ça, il a pris des radiographies sans mon consentement. Là, vous avez une preuve. Lorsque vous lui faites signer un papier, vous avez une preuve que votre malade a été informé. C'est quoi en droit de la santé? C'est quoi un consentement éclairé? Un consentement éclairé, c'est un consentement libre qui implique que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les risques d'une conduite thérapeutique. Ça veut dire que dans votre consentement, vous lui dites il y a un risque d'échec. Vous lui dites il y a un risque que votre traitement dure dans le temps. Il y a un risque qu'un jour, vous allez perdre votre implant. Tout ça doit être mentionné. Donc, ce consentement, il implique que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les risques d'une conduite thérapeutique et le consentement doit être libre, c'est-à-dire en l'absence de contraintes. Et éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est précédé par une information. Ça veut dire qu'il est précédé par une information. Ça veut dire que vous devez tout mentionner dans votre consentement. On va le voir. On va voir un modèle de consentement éclairé. Donc, il faut savoir que l'implantologie est l'une des principales sources de conflits entre praticiens et patients. C'est tout à fait normal. J'ouvre juste une parenthèse. Là où il y a de l'argent, il y a des conflits. Pourquoi? Parce qu'un traitement implantaire est un traitement qui est quand même cher, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, le patient
pour le patient, pour lui, il faut qu'il y ait succès de ce traitement. Pourquoi? Parce qu'il a donné une somme d'argent, donc pour lui, en contrepartie, il doit avoir un résultat. Surtout par rapport au coût élevé des traitements et la modification de l'attitude des patients à l'égard de leur médecin. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a les réseaux sociaux, il y a l'information qui se propage. Le médecin, il est facilement critiquable, ça veut dire on le critique. Et là, le patient peut modifier son attitude. Ça veut dire quoi? Il décide de faire un traitement implantaire chez un médecin X et après, il a commencé son traitement implantaire, hop, il a rencontré son voisin lui dit « Ah, vous allez le faire chez le médecin X. Je vous le déconseille parce qu'il a fait ça, ça et ça. » Donc là, le patient peut revenir avec une autre idée par rapport au médecin. C'est pour ça que le consentement éclairé est c'est une sorte de contrat entre le praticien et son patient. Donc là, la mission de l'expert, là, si le patient attaque en justice son médecin, donc en fonction des questions posées par le juge, la difficulté pour l'expert résidera dans le fait qu'il devra apprécier l'existence, le contenu et la valeur d'un contrat passé entre praticien et son patient. Parce que là, le patient, il dépose plainte pour son médecin, donc là, l'expert, il doit étudier le dossier. C'est pour ça que chez ces malades-là, il faut qu'il y ait un dossier détaillé. Il faut qu'il y ait une fiche clinique complète et un dossier administratif sans faille qu'il soit complet. Je vous le dis, je vous le redis, attention, chez les malades, là où vous demandez, là où le coût est important, par exemple pour un implant qui peut coûter jusqu'à 200 000 dinars, il faut qu'il y ait une fiche clinique complète, bien remplie, un dossier administratif surtout sans faille. Voilà. Le dossier du malade, il doit comprendre un dossier clinique préopératoire, ça veut dire que vous avez fait l'examen pré-op, vous avez fait la consultation préopératoire, un plan de traitement détaillé, vous devez mettre tout dans votre fiche clinique. Ça veut dire que là, un plan de traitement qui soit vraiment détaillé, un compte rendu opératoire précis, ça veut dire que lorsque vous avez fait votre intervention, est-ce qu'il y a eu des complications en opératoire, par exemple? Vous dites, il y a eu hémorragie lorsqu'on était en train de travailler, il y a eu perforation du plancher sinusien, il y a eu déchirure de la lèvre, etc. Tout ça doit être mentionné dans le compte rendu opératoire. Des radiographies de contrôle, vous allez contrôler jusqu'à 6 mois pour voir l'ostéo-intégration. Donc là, vous devez avoir des radiographies de contrôle périodique et bien sûr vos examens cliniques de contrôle. Surtout mentionnez la date. Telle date, on a fait ça, ça et ça. Telle date, on a contrôlé. Telle date, on a pris l'empreinte. Telle date, on a livré la prothèse. Telle date, on a fait les contrôles, etc. Et bien sûr, un dossier administratif qui comprend le devis. Le devis doit être mentionné. Donc, j'ai comptabilisé l'implant, une unité à 200 000 dinars. 4 implants à 800 000 dinars, etc. Les ordonnances, si vous avez prescrit donc n'importe quelle médication, il faut avoir le double des ordonnances. Les courriers aux confrères, si vous avez à envoyer en OC ou par exemple pour un détartrage ou pour un avis, pour un médecin traitant, dans ce cas-là, vous devez garder le courrier et le consentement du patient. Le consentement, ça veut dire la signature du patient comme quoi il a accepté de faire le traitement implantaire. Là, c'est un modèle
c'est un modèle français de consentement éclairé de patient. Donc là, je soulignais, c'est le malade. Donc là, je soulignais nom et prénom du malade, né le, donc la date de naissance et résident à, vous mettez donc la wilaya ou la région où il réside, certifie avoir renseigné exactement le docteur, donc le docteur X, le docteur qui va lui faire les implants, sur mon état de santé. Ça veut dire qu'il ne vous a rien caché. Par exemple, il y a des malades qui cachent leur maladie. Il est sidéen, il a le sida, il ne déclare pas au médecin. Il a une cardiopathie, il ne déclare pas. Donc là, certifie avoir renseigné exactement le docteur sur mon état de santé. Certifie que le docteur X a répondu à mes questions et il m'a informé que la mise en place chirurgicale d'implants est possible avec ou sans préparation pré- ou péri-implantaire, pouvant nécessiter un apport de matériaux naturels ou synthétiques, mais qu'aucune garantie de succès ne peut être assurée dans ce type de traitement. Par exemple, des fois, dans la préparation pré-implantaire, on voit que la hauteur osseuse n'est pas très importante. On prévoit donc une substitution par un matériau synthétique, par de l'os synthétique. Donc là, ça rentre, regardez, dans le consentement. J'ai informé mon malade qu'il y a une préparation pré-péri-implantaire, mais je ne garantis pas le succès de ce traitement. Donc, dans la science, il n'y a jamais de garantie. On peut échouer comme on peut donc réussir. 2. J'ai informé ma malade, donc le malade a été informé des suites opératoires classiques et des conséquences d'un échec éventuel. Ça veut dire, après l'intervention, le malade peut avoir un œdème, il peut avoir une hémorragie, il peut avoir une surinfection. Donc, j'ai aussi informé mon malade qu'en cas d'échec, l'implant sera déposé sans frais supplémentaires. Ça veut dire que s'il revient avec une complication infectieuse, je prévois donc de faire la dépose, j'enlève l'implant, mais bien sûr là, je vais pas encore comptabiliser le dépôt. Non. Donc l'implant sera déposé sans frais supplémentaires. En dehors de la notion d'échec, à court terme, il faut admettre que, comme toute autre prothèse, l'implant pourra être déposé un jour. Il viendra le jour où peut-être le malade il va atteindre une pathologie quelconque, il va avoir de l'ostéoporose ou alors une maladie osseuse où il y a une résorption osseuse, où l'implant, il peut donc faire sa chute naturelle. Dans ce cas-là, il peut être déposé un jour. Je ne garantis jamais la pérennité où l'implant ne peut s'éterniser dans le temps. Que les traitements classiques par prothèse fixée ou prothèse adjointe seraient possibles dans mon cas. Ça veut dire que j'ai informé mon malade qu'il peut bénéficier d'un bridge, d'une prothèse fixée. Je lui dis, bon, je peux vous faire la taille de 2 moignons et vous faire une prothèse fixée. Lui, il me dit, non, non, je préfère un implant. Ou alors, je peux lui dire, je lui propose aussi, vous avez la possibilité de faire une prothèse amovible, une prothèse adjointe amovible avec des crochets. Il me dit, non, moi, pour le préjudice esthétique, je préfère un implant. Donc là, je dois lui dire, dans le consentement éclairé, le patient est conscient et il est informé que son médecin l'a informé très bien sur d'autres possibilités thérapeutiques, à savoir la prothèse fixée, la prothèse adjointe, etc. C'était sur le consentement éclairé. Donc, pour récapituler ce consentement-là, je dois mettre tout ce qui est en rapport avec le malade. Ses questions et réponses, les éventualités d'échec du traitement implantaire, etc. Il doit signer comme ça. S'il y a un jour, il veut déposer plainte, vous dites devant la justice que vous l'avez informé par rapport à toute la procédure et toutes les étapes de ce traitement implantaire. On continue. Donc, là, c'est le patient. Il a été informé que la prothèse sur implant, comme toute
toute autre prothèse ne peut rendre l'effet exact d'une dent naturelle. Je m'explique. Il y a certains malades, pour eux, un implant, c'est une dent. Or que normalement, non. Dès le début, vous lui dites, un implant, c'est une racine artificielle sur laquelle on met une prothèse, une couronne, etc. De la nécessité de contrôle clinique et radiologique 2 fois par an pendant les 3 ans qui suivent l'implantation, puis 1 fois par an par la suite. Donc là aussi, c'est mentionné dans le consentement éclairé que les contrôles cliniques, ils doivent être réguliers et systématiques, surtout radiologiques, pendant les 3 premières années. Ce contrôle, donc, c'est 2 par an. Après chaque année, on a un contrôle. De la nécessité d'une hygiène bucco-dentaire irréprochable, oui, même l'hygiène, vous la mentionnez dans votre consentement. Après la pose des implants et de la prothèse, soit au minimum 2 fois par jour, un brossage de 3 minutes et passage de brossette ou autre instrument interdentaire, ce qui va assurer la pérennité de mon traitement implantaire. Que la consommation de tabac, de quelque manière que ce soit, quelle qu'en soit la quantité, est un facteur de risque d'échec du traitement implantaire et constitue donc une contre-indication relative à ce type de traitement, comme on l'a mentionné. Donc, il y a contre-indication relative au tabac, là aussi, doit être mentionné dans mon consentement. Que le traitement par implant n'est pas inscrit à la nomenclature de la sécurité sociale. Parce qu'il peut vous dire, il est à combien mon traitement implantaire? Vous lui lancez le devis. Pour lui, c'est un traitement qui est remboursable. Donc, par la suite, il vous dit, moi, je ne savais pas que ce n'était pas remboursable par la sécurité sociale. Pour moi, 200 000 dinars, c'est trop cher. Donc, je cherche à annuler mon traitement. Là, vous lui dites non. Ça a été, je vous ai expliqué et ça a été mis sur le consentement et vous avez signé dessus. Donc, je n'ai pas à vous rembourser. Donc, c'est un traitement qui n'est pas remboursé par la Sécu et qu'en conséquence, aucune prise en charge n'est possible par la caisse d'assurance maladie. J'aurai donc à régler directement le montant des honoraires selon le devis qui m'a été fourni et auquel j'ai donné bien sûr mon accord. Voilà. Que les photographies intrabuccales peuvent être prises à des fins de documentation. Bien sûr, je dis et je le redis, pour chaque promo qui passe, on ne prend jamais de photos, on ne prend jamais de radiographie intrabuccale sans l'accord du patient. Toujours avant de prendre, vous lui dites, est-ce que vous permettez que je prenne une radio? Est-ce que vous permettez que je prenne une photographie de profil, par exemple? Lorsque là, il vous donne son accord, oui, je prends une photo. Voilà, donc regardez dans le consentement, à la fin, c'est mentionné lu et approuvé et il y a signature de votre patient. Voilà ce qui est du consentement éclairé. Bien sûr, pour le bilan préopératoire, on demande toujours un bilan biologique de routine. On demande une formule sanguine, une vitesse de sédimentation, un temps de saignement, donc un examen de la coagulation, la calcémie, la glycémie. Parfois, dans certains cas, on demande même une sérologie virale, une sérologie d'hépatite, de sida, etc. Voilà. On fait une analyse, bien sûr, prothétique et esthétique sur moulage en plâtre. Là, vous allez le faire après dans les cours qui vont suivre. Donc, étude des moulages. Pourquoi? Parce que dans l'étape pré-opératoire, on prend toujours les empreintes. On met les moulages donc sur un articulateur semi-adaptable. On ne met pas sur un occluseur, non, sur un articulateur. On étudie les différentes interférences occlusales, etc., l'occlusion en RC, en intercuspidation maximale. On étudie les mouvements de la latéralité, de déduction, de protrusion, etc. Là, c'est une analyse qui se fait avant le traitement implantaire.
On fait aussi une analyse radiographique, le scanner, comme je vous l'ai dit, à la première séance, le scanner est indispensable avant un traitement implantaire. Pourquoi? Parce que dans le scanner, on aura la hauteur osseuse, est-ce que l'os est suffisant ou pas, l'état des dents adjacentes, donc la proximité par rapport aux organes nobles de voisinage comme le sinus et le nerf alvéolaire inférieur, etc. Donc, j'analyse le volume osseux, j'analyse ma structure osseuse à travers, bien sûr, le dentascan. L'analyse aussi du site osseux. On fait une analyse esthétique, on fait une analyse radiographique avec le scanner, l'analyse du site osseux et la phase chirurgicale. Pour cette phase chirurgicale, normalement, c'est des cours qui sont programmés pour l'année prochaine. Voilà pour ce qui est des contre-indications du traitement implantaire, de la notion du consentement éclairé. Est-ce que c'est clair? Madame, oui, oui. Madame, j'ai une question à propos du cours précédent. Oui. À propos de la durée de l'implant. Vous avez dit que ça peut aller jusqu'à 6 mois. Oui. Oui, ça peut Oui. aller. Mais je connais des personnes qui ont fait des implants pendant genre 1 mois. Eh bien non, je vous ai dit, la cicatrisation osseuse. Par exemple, si vous faites une extraction, pour que l'os cicatrise, il lui faut une moyenne de 3 mois, jusqu'à 4 mois. Et chez certains malades, lorsque je vois qu'il n'y a pas eu cette ostéo-intégration, je ne peux pas prévoir une étape prothétique sur un implant qui n'est pas complètement ostéo-intégré. Donc là, pourquoi ça peut conduire à un échec? Je m'explique. Si au bout d'1 mois, déjà la cicatrisation muqueuse, elle se fait au bout de 3 semaines, c'est presque 1 mois. Alors là, l'os, il se fait au bout de 4 mois. Ça veut dire que avant 3 mois, mon implant est instable au niveau de l'os, il est instable. Si je mets une prothèse et qu'il y a les interférences occlusales, le malade commence, donc c'est la mise en fonction de mon implant, il y a un risque de complications par la suite. Pourquoi? Parce que mon implant n'est pas complètement ostéo-intégré. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas obtenir une ostéo-intégration au bout d'1 mois. Jamais. Parce que l'os, il prend jusqu'à 4 mois pour qu'il soit complètement cicatrisé. C'est à ce moment-là qu'on parle d'ostéo-intégration. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Voilà, je vous en prie. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au cours de déontologie